Ils ont reçu des millions à l'enterrement de grand-père, moi, un simple billet d'avion, puis 6 mots ont tout changé pendant que mes cousins célébraient leurs millions à l'enterrement de mon grand-père, je me tenais là, tenant une enveloppe froissée contenant un unique billet d'avion. Tout le monde s'est moqué de moi ce jour-là. 6 mois plus tard, ils me suppliaient de leur pardonner. Je m'appelle Nathan Whitmore, et je m'apprête à vous raconter comment le pire jour de ma vie est devenu le commencement de tout ce dont j'ignorais avoir besoin. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter les joueurs de cette partie que mon grand-père a orchestrée d'outre-tombe. Il y avait Preston, mon cousin aîné, debout dans son costume Armani à $5000, répétant déjà son discours de PDG pour les employés de l'entreprise. Mallory, sa sœur, dissimulait à peine son excitation derrière ses lunettes de soleil de créateur, planifiant probablement quel filtre Instagram capturerait le mieux son nouveau yacht. Leurs parents, Vernon et Béatrix, se tenaient là comme des vautours qui auraient enfin trouvé leur festin, la main de mon oncle s'étirant déjà vers les papiers que tenait l'avocat. Et puis il y avait moi, le professeur d'histoire au lycée qui avait conduit 3 heures dans une Honda Civic ayant besoin de nouveaux freins, juste pour dire au revoir à la seule personne de cette famille qui m'ait jamais vraiment vu. Grand-père Roland a bâti un empire à partir de rien, transformant un simple bateau de pêche en Whitmore Shipping Industries, et tout le monde voulait sa part de son royaume. Tout le monde, sauf moi. Je voulais juste 5 minutes de plus pour jouer aux échecs avec le vieil homme qui m'a appris que les coups les plus puissants sont ceux que personne ne voit venir. Cet enterrement n'était pas seulement pour dire adieu à Roland Whitmore. C'était le jour où j'ai appris que parfois, le plus petit cadeau renferme le plus grand secret, et que parfois, les gens qui se moquent de vous se tiennent sur un sol qui est sur le point de s'effondrer sous leurs pieds. Mon réveil sonnait à 5h30 tous les matins de la semaine, comme il l'avait fait au cours des 6 dernières années depuis que j'avais commencé à enseigner au lycée Lincoln de Détroit. Le plafond de mon appartement d'une chambre avait la même tache d'humidité que je fixais depuis 3 ans, en forme de l'État du Texas si l'on plissait assez les yeux. Le chien de mon voisin aboyait déjà, ponctuel, et je pouvais entendre Madame Chen commencer ses exercices matinaux à travers les murs fins comme du papier. C'était ma vie, prévisible, modeste et complètement différente du monde dans lequel j'avais grandi. Voyez-vous, être un Whitmore signifiait quelque chose dans certains cercles. Cela signifiait des clubs de yacht et des écoles privées, des résidences d'été et des portefeuilles d'actions. Mais pour moi, cela signifiait choisir entre payer mon loyer et réparer la transmission de ma voiture, parce que j'avais tourné le dos à tout cela pour enseigner aux adolescents la guerre d'indépendance et la Grande Dépression. Mon père, Denny, comprenait ce choix. Il était le seul à l'avoir jamais fait. Papa est mort quand j'avais 15 ans, d'une crise cardiaque à son bureau alors qu'il examinait des contrats pour la division de son frère Vernon dans l'entreprise de grand-père. Il avait passé sa vie à être le responsable, le fiable, celui qui ne se plaignait jamais quand Vernon s'attribuait le mérite de ses idées. La dernière chose qu'il m'ait dite fut « Nathan, ne les laisse pas faire de toi quelque chose que tu n'es pas. Ton grand-père m'a fait ça, et regarde où ça m'a mené. » 3 heures plus tard, il n'était plus là. Ma mère, Grace, a recollé les morceaux après ça. Elle était infirmière à l'hôpital général de Détroit, travaillant des gardes de 12 heures pour nous maintenir à flot après avoir appris que papa avait cédé la plupart de ses actions de l'entreprise pour aider Vernon à couvrir de mauvais investissements. C'était tout papa, toujours à réparer les erreurs des autres, croyant toujours que la famille signifiait le sacrifice. Maman n'a jamais dit un mot amer à ce sujet, mais j'ai vu comment elle a regardé Vernon à l'enterrement de papa, et j'ai compris que parfois, la colère la plus profonde n'a pas besoin de mots. Grand-père Roland était un mystère enveloppé dans un costume 3 pièces. Il a bâti le Whitmore Shipping à partir d'un seul bateau acheté avec sa solde de démobilisation de la marine après la Seconde Guerre mondiale. À ma naissance, il possédait une flotte de cargo, des entrepôts dans 12 villes et assez d'argent pour acheter tout ce qu'il voulait. Mais voilà le truc avec mon grand-père, il ne croyait pas aux dons. Il croyait au mérite. Chaque carte d'anniversaire venait avec un billet de $20 et une note disant « Fais-le fructifier ». Chaque cadeau de Noël était quelque chose de pratique, comme des livres sur les affaires ou des certificats pour des cours de comptabilité en ligne. Le seul moment où grand-père Roland semblait sincèrement intéressé par moi, c'était pendant nos parties d'échecs du dimanche. Cela a commencé quand j'avais 10 ans, juste après avoir gagné le tournoi d'échecs de mon école. Il s'est présenté à notre appartement un dimanche matin, a installé un échiquier et a dit « Montre-moi ce que tu vaux ». J'ai perdu en 12 coups, mais il est revenu le dimanche suivant, et le suivant, et finalement, ces parties sont devenues la seule constante entre nous. Tu joues comme ton père, m'a-t-il dit une fois, trop soucieux de protéger tes pièces, pas assez concentré sur la victoire.
Peut-être que je ne veux pas tout sacrifier juste pour gagner, avais-je répondu. Il a réellement souri à cela. Le premier vrai sourire que je lui ai jamais vu. C'est peut-être pour ça que tu es le seul qui m'intéresse encore, Nathan. Preston et Mallory n'ont jamais compris ces parties d'échecs. Preston était trop occupé à suivre grand-père au bureau, apprenant les marges de profit et les paradis fiscaux. Il avait obtenu son MBA de Wharton, l'alma mater de grand-père, et ne laissait personne l'oublier. Chaque dîner de famille se transformait en conférence TED personnelle de Preston sur l'optimisation des marchés et les acquisitions stratégiques. Il parlait en jargon et en diapositives PowerPoint, transformant chaque conversation en un argumentaire commercial. Mallory a adopté une approche différente. Elle s'est transformée en marque, racontant sa vie d'héritière du transport maritime sur les réseaux sociaux. 200 000 abonnés la regardaient poser sur divers bateaux dans diverses tenues de créateurs dans divers ports européens. Elle appelait ça « construire sa plateforme », mais en réalité, elle ne faisait que dépenser l'argent de grand-père en attendant d'en avoir plus. Son plus grand accomplissement fut d'obtenir une coche bleue sur Instagram et de sortir avec un banquier suisse propriétaire d'un vignoble. Vernon et Béatrix, les parents de Preston et Mallory, formaient le couple de pouvoir ultime de la manière la plus creuse possible. Vernon avait gravi les échelons pour devenir directeur financier de Whitmore Shipping, bien que la plupart du vrai travail soit fait par son assistant. Béatrix passait son temps dans les galas de charité, non pas parce qu'elle se souciait des causes, mais parce qu'elle aimait voir sa photo dans les pages mondaines. Ils vivaient dans une maison si grande qu'ils avaient besoin d'un interphone pour se parler. Et puis il y avait moi, enseignant à 43 adolescents la Constitution, corrigeant des copies sur une table de cuisine achetée dans un vide-grenier, et me sentant plus épanoui qu'aucun d'eux ne pourrait l'imaginer. C'était ma vie avant l'enterrement, avant l'enveloppe, avant que tout ne change. Je pensais savoir qui j'étais et d'où je venais. Il s'est avéré que je regardais les mauvaises pièces sur l'échiquier depuis le début. Le Rochester Country Club n'avait jamais semblé aussi étouffant que cet après-midi d'octobre. Grand-père Roland avait spécifiquement demandé que son testament soit lu ici, dans la même salle lambrissée de chêne où il avait négocié ses plus gros contrats autour d'un brandy et de cigares. La table en acajou reflétait nos visages comme un miroir sombre, et je pouvais voir Preston ajuster sa Rolex pour la 3e fois en 5 minutes. Nous venions juste du cimetière où la pluie d'automne avait transformé l'inhumation en un désordre boueux dont Béatrix s'était plainte pendant tout le trajet. Avant de commencer, Maître Harwick, l'avocat de la famille, ajusta ses lunettes à monture métallique et s'éclaircit la gorge. Je tiens à ce que vous sachiez tous que Roland a été très précis sur ses dispositions. Il a revu ce testament une semaine avant son décès. Vernon se pencha en avant, ses mains formant déjà des points d'anticipation. Nous comprenons, Harwick. Roland a longuement discuté du plan de succession avec moi. C'était un mensonge, et tout le monde le savait. Grand-père ne discutait jamais des affaires en dehors du bureau, et il ne promettait certainement jamais rien à personne. Mais Vernon avait raconté à qui voulait l'entendre qu'il prenait la relève en tant que PDG, que Preston serait son bras droit, et que l'héritage familial était assuré. Procédons, alors. Harwick ouvrit le dossier relié en cuir. À mon fils aîné, Vernon Whitmore, et à son épouse, Béatrix, je lègue le domaine dans les Hantons, et le portefeuille d'investissement contenu dans le compte se terminant par 471. Béatrix agrippa le bras de Vernon, son bracelet en diamant captant la lumière. La maison des Hantons. Oh, Vernon. Il s'est souvenu à quel point nous aimions cet endroit. À mon petit-fils, Preston Whitmore, continua Harwick, je lègue Whitmore Shipping Industries et tous ses actifs opérationnels, à la condition qu'ils maintiennent les niveaux d'emploi actuels pendant au moins 1 an. Preston se leva si vite que sa chaise grinça contre le sol. Je le savais, grand-père. Je ne vous décevrai pas. Il sortait déjà son téléphone, probablement pour mettre à jour son profil LinkedIn avec le titre de PDG. À ma petite fille, Mallory Whitmore, je lègue le Pentouse de Manhattan sur Central Park West et le yacht, Serenity, actuellement amarré à Newport. Mallory poussa un cri strident qui aurait pu briser du cristal. Le Pentouse? Oh mon Dieu, tu sais ce que ça vaut? Et le yacht? Mes followers vont halluciner. Maître Harwick se tourna vers moi, et je vis dans ses yeux quelque chose qui ressemblait presque à de la pitié. Et à mon petit-fils, Nathan Whitmore, je lègue ceci. Il sortit une petite enveloppe blanche, usée au coin, mon nom écrit dessus de l'écriture tremblante de grand-père. La pièce devint silencieuse pendant exactement 2 secondes avant que Preston n'éclate de rire. Tu es sérieux?
La voix de Preston craqua d'amusement. C'est tout, une enveloppe? Je la pris avec des mains stables, bien que mon cœur battait la chamade. Le papier semblait fin, insignifiant. À l'intérieur se trouvait un unique billet d'avion. Rome, aller simple, départ dans 48 heures. Laisse-moi deviner. Preston m'arracha le billet des mains avant que je ne puisse l'arrêter. Un billet en classe éco. Oh, celle-là, elle est bien bonne. Le prof a droit à des vacances. Mallory enregistrait déjà avec son téléphone. C'est vraiment hilarant. Nathan, ta tête en ce moment. Ne t'inquiète pas, il t'a peut-être aussi laissé quelques miles de fidélité. Vernon se leva, redressant sa cravate avec l'autorité de quelqu'un qui venait de tout gagner. Roland a toujours dit que tu manquais d'instinct de tueur pour les affaires, Nathan. Au moins, il t'a donné quelque chose de gentil. Rome est charmante à cette époque de l'année. C'est probablement sa façon de dire au revoir, ajouta Béatrix, sa voix dégoulinant d'une fausse sympathie. Un petit voyage pour t'aider à digérer tout ça. Quelle délicatesse. Ma mère, qui était restée silencieuse dans un coin, prit enfin la parole. Est-ce tout, maître Hardwick? Cela conclut la distribution des actifs, répondit Hardwick, fermant le dossier. Il y a une lettre personnelle pour Nathan, à n'ouvrir qu'à son arrivée à Rome. Une lettre? Preston hurlait presque de rire maintenant. Qu'est-ce qu'il va dire? Désolé que tu sois pauvre, profite de la pizza. Preston, ça suffit, dit Vernon, bien qu'il souriait. Nathan a choisi sa voie. Il voulait être enseignant, et Roland l'a respecté assez pour lui faire un cadeau d'adieu. Nous devrions tous être reconnaissants pour ce que nous avons reçu. Je regardai à nouveau le billet. 15 octobre, 15 heures. Arrivée, vol à l'Italia 61. Pourquoi si précis? Pourquoi Rome? Grand-père n'avait jamais mentionné l'Italie pendant toutes nos années de parties d'échecs. Il avait parlé de Shanghai, Londres, Hambourg, mais jamais de Rome. Eh bien, dis-je en me levant, remettant le billet dans l'enveloppe, je ferais mieux de faire mes valises. Tu y vas vraiment? Mallory semblait sincèrement surprise. Tu vas utiliser tes jours de congé maladie pour un voyage aléatoire à Rome. Mon grand-père m'a donné un billet, dis-je, croisant le regard de chacun d'eux. La moindre des choses est de l'utiliser. Vernon secoua la tête. Imbécile sentimental, tout comme ton père. Denny n'a jamais compris non plus que l'émotion n'a pas sa place dans les affaires. C'est là que j'ai su que je monterais définitivement dans cet avion. Parce que Vernon avait tort à propos de mon père, tort à propos de moi, et peut-être, juste peut-être, tort sur ce que grand-père m'avait vraiment laissé. Le billet ne pesait rien dans ma poche, mais d'une manière ou d'une autre, il semblait plus lourd que tous les millions dont il venait d'hériter. En sortant de ce country club, leur rire me suivant jusqu'au parking, je me suis souvenu des derniers mots de grand-père lors de notre dernière partie d'échecs. Les meilleurs coups, Nathan, sont ceux que ton adversaire ne voit jamais venir. La pluie avait cessé, et pour la première fois de la journée, le soleil perça les nuages. Cette nuit-là, je me suis assis à ma table de cuisine, fixant le billet d'avion tandis que mon ordinateur portable affichait le solde de mon compte bancaire, 1847,23 $. Mon loyer était dû dans 5 jours. Ma voiture avait besoin de nouvelles plaquettes de frein. J'avais 43 dissertations sur la guerre de sécession à corriger. Chaque parcelle logique de mon cerveau hurlait que s'envoler pour Rome était de la folie. Mais je ne pouvais m'empêcher de penser au visage de grand-père lors de notre dernière partie d'échecs, juste 2 semaines avant sa mort. Il avait été différent ce jour-là, plus doux en quelque sorte, comme s'il avait enfin cessé de jouer un rôle qu'il interprétait depuis des décennies. Nathan, avait-il dit, déplaçant son cavalier d'une manière que je ne reconnaissais pas, que sais-tu de la confiance? Elle se mérite, elle ne se donne pas, avais-je répondu. La même réponse qu'il nous avait inculquée à tous depuis l'enfance. Non, mon garçon. La vraie confiance, c'est de savoir quand suivre sans comprendre pourquoi. Ton père le savait. Il m'a fait confiance une fois pour quelque chose de précieux, et je lui ai fait défaut. Mais toi, Nathan, tu es différent. Tu ne veux rien de moi. Jamais, grand-père. Je sais. C'est pourquoi, le moment venu, tu me feras confiance, même quand tout le monde pensera que tu es un imbécile. Maintenant, tenant ce billet, ces mots ressemblaient moins à un souvenir qu'à un message. J'ai pris mon téléphone et appelé ma mère. J'y vais,
ai-je dit dès qu'elle a répondu. Je savais que tu le ferais, a répondu Grace sans hésitation. Ton grand-père m'a appelé le mois dernier. Il n'a pas dit grand-chose, juste que je devais soutenir la décision que tu prendrais après l'enterrement. Maman, c'est de la folie. Je ne peux pas me permettre de manquer le travail. J'ai des responsabilités. Nathan, ton père m'a dit un jour que Roland n'avait pas toujours été l'homme que nous connaissions. Il a dit qu'il y avait eu un avant et un après dans la vie de son père, et que nous n'avions connu que l'après. Peut-être que cela concerne l'avant. J'ai passé la matinée suivante au lycée Lincoln à organiser un remplaçant. Ma directrice, Dr. Washington, n'était pas ravie de cette demande soudaine, mais comme je n'avais jamais pris un seul jour de congé maladie en 6 ans, elle a approuvé à contre-cœur 3 jours d'absence. 3 jours pour m'envoler vers Rome et comprendre à quel jeu jouait mon grand-père. Monsieur Whitmore, ça va? M'a demandé Jasmine, une de mes élèves les plus brillantes, après mon dernier cours. Vous avez l'air différent aujourd'hui. Je pense juste à l'histoire, Jasmine. Comment parfois les moments les plus importants ne ressemblent à rien quand ils se produisent. J'ai fait une valise légère, un bagage à main avec 2 tenues de rechange et le vieux journal en cuir de mon père que je portais depuis son enterrement. Le VTC jusqu'à l'aéroport métropolitain de Détroit m'a coûté 32 $ que je ne pouvais pas me permettre, mais j'étais déjà engagé dans cette folie. À la porte d'embarquement, en attendant de monter à bord, j'ai ressorti l'enveloppe. C'est là que j'ai remarqué quelque chose que j'avais manqué auparavant. Dans le coin, à peine visible, était écrit un minuscule chiffre au crayon, 1947. L'année où grand-père aurait eu 22 ans. L'année après avoir quitté la marine. L'hôtesse de l'air a appelé mon groupe d'embarquement, et je me suis mis dans la file derrière une famille qui se disputait au sujet des sièges. La mère essayait de jongler avec 2 enfants pendant que le père vérifiait son téléphone de manière obsessionnelle. Des gens normaux avec des problèmes normaux, qui ne se demandaient pas pourquoi leur grand-père décédé les avait envoyés dans un mystérieux voyage à travers l'Atlantique. J'ai trouvé ma place, 32B, siège du milieu au fond de l'avion. Bien sûr. Preston avait eu raison de dire que c'était la classe éco. L'homme à ma gauche dormait déjà et ronflait. La femme à ma droite avait réquisitionné les 2 accoudoirs et regardait un film sur son iPad sans écouteurs. Alors que l'avion décollait, Détroit rapetissant sous nous, j'ai pensé à Preston, probablement déjà dans le bureau de grand-père, assis dans son fauteuil, se sentant comme un roi. Mallory postait certainement déjà des photos de coucher de soleil depuis le yacht. Vernon et Béatrix rencontraient probablement des conseillers financiers au sujet de leur nouvelle fortune. Et moi, j'étais là, à l'étroit en classe éco, volant vers un mystère avec de l'argent que je n'avais pas. Mais quelque chose semblait juste. Pour la première fois depuis la mort de grand-père, je sentais que j'étais exactement là où je devais être. L'hôtesse de l'air est passée avec les boissons. Monsieur, quelque chose à boire? Juste de l'eau, merci. Elle m'a tendu une bouteille, et en la dévissant, je me suis souvenu d'une autre leçon d'échec. Grand-père avait sacrifié sa reine, la pièce la plus puissante, pour gagner une partie. J'avais été choqué, incapable de comprendre pourquoi il abandonnerait autant. Le pouvoir ne réside pas dans ce que tu possèdes, Nathan, avait-il expliqué. Il réside dans ce que tu es prêt à perdre pour obtenir quelque chose de mieux. La plupart des gens ne voient pas au-delà de la perte. C'est pourquoi ils ne gagnent jamais vraiment. L'avion a viré vers l'est, s'enfonçant dans la nuit vers Rome et tout ce que grand-père y avait caché. Mes cousins pensaient avoir tout gagné de ce qui comptait. Mais alors que je m'installais pour le vol de 8 heures, j'avais le sentiment que la vraie partie de grand-père ne faisait que commencer, et que j'étais la seule pièce qu'il avait positionnée pour la jouer. Le commandant de bord a annoncé notre altitude de croisière, et j'ai fermé les yeux, le journal de mon père pressé contre ma poitrine, faisant confiance au plan d'un homme mort, même si je ne pouvais pas voir l'échiquier. Les roues ont touché le sol de l'aéroport Fiumicino de Rome à exactement 15h07, heure locale. Mes jambes étaient ankylosées, mon dos me faisait mal et j'avais à peine dormi pendant le vol de 8 heures. Les annonces en italien se mêlaient à l'anglais pendant que nous roulions vers la porte, et soudain, la réalité m'a frappé. J'étais à Rome, sans réservation d'hôtel, sans plan, et sans aucune idée de ce que je devais faire ensuite. L'immigration fut un tourbillon de tampons et de questions. Motif de la visite, demanda l'agent dans un anglais accentué. Honnêtement, je ne sais pas, répondis-je, trop fatigué pour mentir. Il me regarda étrangement, mais tamponna quand même mon passeport. Bienvenue en Italie. J'ai suivi la foule vers la livraison des bagages,
même si je n'avais que mon bagage à main. Le hall des arrivées était un chaos. Des familles se retrouvant, des chauffeurs tenant des pancartes pour des hommes d'affaires, des touristes l'air perdus. J'étais sur le point de me diriger vers la sortie quand je l'ai vu, une pancarte imprimée professionnellement indiquant « Nathan Whitmore », tenue par un homme dans un costume noir coûteux. Mon cœur s'est arrêté. Je me suis approché avec prudence. C'est moi, Nathan Whitmore. Le visage du chauffeur s'illumina de soulagement. Monsieur Whitmore, enfin. S'il vous plaît, venez vite. Son anglais était fortement accentué, mais clair. Qui vous envoie? Votre grand-père a tout arrangé il y a des mois. Je m'appelle Lorenzo. S'il vous plaît, nous avons une longue route. Il prit mon sac avant que je ne puisse protester et me conduisit dehors jusqu'à une berline Mercedes noire qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en 2 ans. L'air d'octobre était doux, rien à voir avec le froid automnal de Détroit. Lorenzo m'ouvrit la portière arrière, et je me glissai sur des sièges en cuir qui semblaient être des nuages. Où allons-nous? Demandai-je alors qu'il s'éloignait du trottoir. Au domaine Monturie, à 1 heure au nord dans les collines de la Sabine. Je ne comprends pas. Mon grand-père n'a jamais mentionné de domaine en Italie. Lorenzo croisa mon regard dans le rétroviseur. Monsieur Roland, il a possédé le domaine pendant 45 ans. Il venait chaque septembre, 1 semaine, toujours seul. 45 ans. Cela signifierait depuis 1980, quand je n'avais même pas 12 ans. Le calcul n'avait pas de sens. Rien n'avait de sens. Nous avons laissé derrière nous l'étalement urbain de Rome, grimpant dans des collines couvertes d'oliveraies et de vignobles. Le paysage était d'une beauté presque douloureuse, comme sorti d'un film sur la quête de soi en Italie. Lorenzo conduisait avec une assurance italienne, prenant les virages à des vitesses qui me faisaient agripper la poignée de la portière. « Comment connaissiez-vous mon grand-père » demandai-je. Mon père a été son premier chauffeur. Quand papa est mort, j'ai pris la relève. Ça fait 20 ans maintenant que je conduis Monsieur Roland quand il vient. 20 ans de visite en septembre dont aucun de nous ne savait rien. Qu'est-ce que grand-père avait caché d'autre? La route devint plus étroite, serpentant à travers un petit village où de vieux hommes assis devant un café nous regardaient passer. Puis Lorenzo tourna sur une route privée bordée de cyprès. Au bout, des portails électroniques s'ouvrirent automatiquement, révélant une villa qui me coupa le souffle. 3 étages de pierre couleur miel, des terrasses surplombant des vignobles sans fin, des jardins qui semblaient appartenir à une peinture de la Renaissance. Lorenzo se gara devant d'immenses portes en bois qui devaient être centenaires. Avant que je puisse réaliser ce que je voyais, les portes s'ouvrirent et une femme âgée apparut. Elle était élégante d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'argent et tout à voir avec la grâce, ses cheveux argentés tirés en un simple chignon, ses yeux du même gris acier que ceux de grand-père. Elle s'avança lentement vers moi, des larmes coulant sur son visage, et je sus, avant même que Lorenzo ne prononce les mots qui changèrent tout. « Nathan » dit doucement Lorenzo. « Voici votre grand-mère, Sophia Whitmore. » Le monde a basculé. J'ai dû me retenir à la voiture pour ne pas tomber. C'est impossible. Ma grand-mère est morte avant ma naissance. Sophia m'atteignit alors, ses mains prenant les miennes, sa poigne étonnamment forte. Votre grand-mère américaine est morte, oui, Carole. Mais moi, je suis bien vivante. Son accent était musical, son anglais parfait mais formel. Elle étudia mon visage comme si elle le mémorisait. Tu as ses yeux, murmura-t-elle. Mais l'esprit doux de ton père. Entre, Nathan. Il y a tant de choses à te dire. L'intérieur de la villa était d'une élégance sobre, rien à voir avec le manoir tape à accent graveleuil de Vernon et Béatrix. Sophia me conduisit dans un salon où les murs étaient couverts de photographies. Je vis mon grand-père, jeune et rieur, devant une petite église, une photo de mariage de grand-père et Sophia, tous deux à peine dans la vingtaine, rayonnant de bonheur. Nous nous sommes mariés en 1947, dit Sophia, me regardant tout assimilée. Roland était venu en Italie avec la marine, il est resté après la guerre pour aider à la reconstruction. Nous nous sommes rencontrés à un bal à Rome. Il était si beau, si plein de rêves. Nous sommes partis de rien, juste quelques hectares de vignes qu'un ami nous a vendus pour presque rien. Elle versa 2 verres de vin d'une carafe en cristal. Ceci vient de notre vignoble. Eredita, nous l'appelons. L'héritage. Le vin était extraordinaire, complexe et riche. Je ne comprends pas. Grand-père avait toute une vie ici.
Plus qu'une vie, Caro. Il avait une famille. Moi, notre fils, Agostino, les petits-enfants qu'il n'a jamais rencontrés parce qu'il a choisi l'Amérique à la place. Il vous a quitté? La guerre de Corée a commencé. Roland a senti l'appel du devoir. Il devait partir 6 mois. Sa voix ne portait aucune amertume, juste de la tristesse. Mais il a rencontré votre grand-mère américaine pendant une permission. Elle était enceinte de Vernon. Un homme d'honneur aurait divorcé, mais Roland ne pouvait se résoudre à abandonner l'une ou l'autre vie. Alors il a gardé les deux, séparées, secrètes. Mes mains tremblaient. Il a vécu un mensonge complet. Non, Nathan, il a vécu 2 vérités. Il nous aimait toutes les deux, de manière différente. Le vignoble a grandi, a eu du succès. Il envoyait de l'argent, venait nous voir chaque année, mais il n'a pas pu choisir. Jusqu'à maintenant. Elle se dirigea vers un bureau ancien et en sortit un épais dossier. Whitmore Vignard International. 47 millions de dollars d'actifs. Tout est à toi, Nathan. Il a été très précis. Pas Vernon, pas Preston. Toi. Les documents que Sophia me tendit étaient accablants, actes de propriété, contrats, relevés bancaires, tout prouvant que mon grand-père avait bâti un empire entièrement distinct de ce côté de l'Atlantique. Mais ce qui me frappa le plus fut la vidéo qu'elle lança sur un vieil ordinateur portable, enregistré juste un mois avant la mort de grand-père. Son visage remplit l'écran, et pour la toute première fois, il avait l'air en paix. Nathan, si tu regardes ceci, c'est que tu m'as fait assez confiance pour prendre l'avion. Bien. Tu as toujours été le seul à comprendre que certaines choses comptent plus que l'argent. Tes cousins ont eu ce qu'ils ont toujours voulu de moi, l'apparence du succès. Mais les apparences peuvent être trompeuses. Whitmore Shipping perd de l'argent à flot depuis 3 ans. Je l'ai caché dans les livres, mais Preston est sur le point d'hériter d'un désastre. Le Pantouse a 3 hypothèques. Le yacht est en location. Le domaine des Hantons. La banque en possède 70%. Je leur ai donné exactement ce qu'ils me montraient, ils chérissaient des récompenses creuses qui semblent dorées de l'extérieur. Il se pencha plus près de la caméra. Mais toi, Nathan, tu me rendais visite tous les dimanches juste pour jouer aux échecs. Tu n'as jamais rien demandé. Jamais manœuvré pour une position. Tu as choisi l'enseignement plutôt que l'argent parce que tu voulais un but. Alors je te donne ce que tu n'as jamais demandé, la vérité, une famille, et oui, une richesse qui est bien réelle. Le vignoble produit 2 millions de bouteilles par an. La villa est dans la famille de Sophia depuis 300 ans. Ton oncle Agostino a géré les opérations, attendant de te rencontrer. Tes cousins Marco et Elena sont de bonnes personnes, bien élevées. Rien à voir avec Preston et Mallory. C'est ton véritable héritage. Une famille qui valorise le travail, une terre qui produit quelque chose de réel, et un legs bâti sur la vérité, pas sur des mensonges. Il fit une pause, ce regard perçant familier revenant dans ses yeux. Oh, et Nathan, ton prochain coup t'appartient, mais voici mon conseil, Preston va appeler d'ici un mois, suppliant de l'aide. Sois plus gentil avec lui qu'il ne l'a été avec toi. C'est ce qui te rend meilleur. Échec et mat, mon garçon. L'écran devint noir. Sophia me serra doucement l'épaule. Il parlait constamment de toi, dit-elle. À chaque visite, des histoires sur son petit-fils, le professeur qui a choisi le sens plutôt que l'argent. J'ai passé 3 semaines en Italie, à tout apprendre. Oncle Agostino ressemblait tellement à mon père que cela me serrait la poitrine. Il dirigeait les opérations du vignoble avec une efficacité tranquille, jamais amer d'être le fils caché. Marco et Elena, mes cousins italiens, m'ont accueilli comme un frère revenant de la guerre. Ils m'ont tout appris sur le vin, sur la terre, sur le grand-père qu'ils connaissaient par rapport à celui que je connaissais. Il était différent ici, me dit Elena un soir alors que nous marchions dans les vignes. Plus léger. Il travaillait dans les champs, les mains dans la terre, en riant. Pas l'homme d'affaires que tu as connu. L'appel de Preston est arrivé exactement 23 jours plus tard. J'étais de retour à Détroit, donnant mes cours, quand mon téléphone a sonné à minuit. Nathan, c'est Preston. On doit parler. Sa voix avait perdu toute son arrogance. L'entreprise est en faillite. Les comptables ont tout trouvé. Papa a perdu la maison. Le Pantouse de Mallory a été saisi hier. Tout est parti. Je suis désolé, Preston.
Non, tu ne le es pas, et tu n'as pas à l'être. On a été horrible avec toi. Il fit une pause, et je l'entendis lutter. Grand-père t'a laissé quelque chose de réel, n'est-ce pas? Oui. Bien. Tu le mérites. Tu étais le seul qu'il aimait vraiment, au lieu de son argent. J'ai fait une offre à Preston le lendemain, gérer la distribution américaine des vins Hérédita. Un salaire, pas de participation. Il a accepté immédiatement. Mallory a mis plus de temps à ravaler sa fierté, mais elle a fini par se ranger. Elle est en fait douée pour le marketing quand elle vend quelque chose de réel au lieu de se vendre simplement elle-même. Elle est maintenant fiancée au fils de Lorenzo, vit à Rome et apprend le métier depuis la base. Vernon et Béatrix ont déménagé dans un petit appartement dans le New Jersey. Vernon a trouvé du travail comme comptable. Béatrix a un emploi chez Nordstrom. Ils ne me parlent pas, mais Preston dit qu'ils sont en fait plus heureux, forcés de compter l'un sur l'autre au lieu de l'argent. Ma mère a emménagé dans la maison d'amis de la propriété que j'ai achetée en Californie avec mon premier versement. Elle a pris sa retraite d'infirmière et passe ses journées à peindre, ce qu'elle avait toujours voulu faire mais n'en avait jamais eu le temps. Et moi, je continue d'enseigner, mais seulement à temps partiel maintenant. Les étés, je les passe en Italie à apprendre le métier du vin, à connaître la famille dont j'ignorais l'existence. Mes élèves trouvent hilarant que leur professeur d'histoire possède un vignoble. Je m'en sers pour leur enseigner le commerce international, l'agriculture et les entreprises familiales. La semaine dernière, j'étais à la villa, jouant aux échecs avec oncle Agostino, quand il a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Tu sais, ton grand-père disait toujours que le gagnant n'est pas celui qui prend le plus de pièces, mais celui qui sait quelle pièce compte vraiment. J'ai regardé l'échiquier, puis les vignobles par la fenêtre, puis la photo de grand-père sur le mur, jeune et plein d'espoir en 1947. Il a gagné, ai-je dit. Il a juste fallu 60 ans pour que la partie se termine. Agostino a souri. Non, Nathan. C'est toi qui as gagné. Tu ne savais simplement pas que tu jouais. Cette enveloppe froissée dont ils se sont tous moqués. Ce n'était pas juste un billet d'avion. C'était une invitation à découvrir qui j'étais vraiment, d'où je venais vraiment, et ce qui comptait vraiment. Mon grand-père a donné à mes cousins ce qu'ils pensaient vouloir, et il m'a donné ce que j'ignorais avoir besoin. La dernière bouteille de vin que grand-père a personnellement produite est dans mon appartement à Détroit, non ouverte. L'étiquette dit « Hérédita 2024 » et en dessous, de sa main, pour Nathan, qui a compris que le meilleur héritage n'est pas ce qu'on vous donne, mais ce qu'on vous confie de continuer. Chaque dimanche, je joue encore aux échecs. Parfois avec Agostino en Italie, parfois avec mes élèves à Détroit, parfois seul, en pensant au vieil homme qui a orchestré la plus longue partie que j'ai jamais vue. Il m'a appris que la vraie richesse ne se mesure pas en dollars, mais en vérité, en famille, et en courage de faire confiance quand rien n'a de sens. Il s'est avéré que l'échiquier que tout le monde regardait n'était qu'une diversion. La vraie partie se déroulait sur un tout autre échiquier, dans un autre pays, dans une autre langue. Et grand-père s'est assuré que j'étais le seul à recevoir une invitation pour y jouer. Si vous avez apprécié cette histoire, s'il vous plaît, donnez-lui un j'aime et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que parfois, les plus petits cadeaux renferment les plus grandes surprises. Laissez un commentaire ci-dessous sur une fois où quelque chose d'apparemment insignifiant a changé votre vie. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires sur les familles, les secrets et les manières inattendues dont la vie révèle qui nous sommes vraiment.